Bon, là, on passe aux choses sérieuses. Vidéo assez longue avec 5 threads d'horreur au programme et vous allez voir que la première histoire, elle est juste énorme. Et je dis pas ça parce que le mec qui a vécu l'histoire, il s'appelle comme moi. Bref, avant de démarrer rapidement la première histoire, rendez-vous en commentaire ci-dessous, comme à notre habitude, pour faire plus ample connaissance. Et pour mettre un petit bordel dans les commentaires, je vous ai préféré un petit tu préfères bien sympa. Alors dis-moi en commentaire si tu préfères soit éternuer à chaque fois comme un klaxon ou rire comme une chèvre. Et ça pour le reste de ta vie, bien entendu. Bref, on se retrouve dans l'espace commentaire pendant que je démarre cette première histoire d'horreur. Cette première histoire, je vous préviens, elle fait froid dans le dos. Et vous allez réfléchir à 2 fois avant de dragouiller dans un pays étranger. Ici on parle donc de l'histoire de Florent. Oui, le mec s'appelle comme moi, ça fait bizarre. Florent, il a 27 ans au moment des faits. Il nous indique que c'est un indépendant dans le domaine de l'informatique et qu'il a pas mal d'amis. Et il dit ça pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a prévu, avec un ami et 2 copines à lui, de partir à Londres. Ils ont prévu de partir là-bas un week-end afin de visiter la ville et de sortir le soir pour faire la fête. Tout est donc prêt et ils n'ont plus qu'à prendre le bus et traverser la Manche via le tunnel. Et ensuite, go direction London. Florent est donc avec ses 3 amis, un ami plus 2 copines à lui, et ils arrivent du coup dans une auberge de jeunesse qu'ils ont réservée auparavant. Bon, déjà truc pas ouf, c'est pas un très beau quartier a priori, et clairement, l'auberge de jeunesse, il fait bien bader. Florent indique qu'ils sont dans une chambre de 9 lits, et que c'est des sortes de lits superposés par 3 en mode cabine, et c'est pas très propre. Bon, l'ambiance est assez particulière pour Florent et ses amis qui visitent l'auberge et qui la trouvent du coup pas du tout accueillante comparée à ce qu'ils ont déjà pu visiter dans d'autres pays. Mais bon, c'est pas grave, ils sont juste dans la chambre pour poser leurs affaires dans les casiers et ensuite ils vont aller visiter la ville. Ils prennent le métro, ils découvrent pas mal de coins et de recoins de Londres et tout se passe à merveille. Pendant la journée, je précise. Car oui, le soir, ils ont prévu de sortir du coup boire un verre, boire une bonne pinte anglaise avant de rentrer. Et ça, on ne peut que valider. Ils trouvent alors un bar sur la route et s'y rendent. La soirée se passe plutôt bien, il y a pas mal de monde malgré que le bar ne soit pas gigantesque et que Florent et ses amis apprécient tous l'ambiance anglo-saxonne. Et la soirée va encore être de mieux en mieux pour Florent. Une jeune femme de son âge lui fait de l'œil et franchement, elle est super canon. Florent décide alors de prendre son courage à 2 mains et va pour discuter avec. Et devinez quoi ? Le courant passe super bien, Florent et cette fille discutent et rigolent ensemble une poignée de minutes. Cette fille s'appelle Joy et propose alors de se mettre à une table ensemble pour boire un verre et faire plus ample connaissance, comme nous dans les commentaires. Pour Florent, c'est un grand oui, avec grand plaisir, et du coup il va chercher 2 pintes au bar avant d'aller s'asseoir avec Joy. Au passage, il explique à ses amis que cette fille, elle est trop belle, et que si ça leur dérange pas, il va passer un peu de temps avec. Et ses 3 amis comprennent tout à fait et le poussent même à concrétiser avec cette belle anglaise. Florent récupère donc 2 pintes et se dirige vers Joy pour boire ensemble et discuter. Après 1 heure à discuter et 2 autres pintes descendues, ils commencent tous les 2 à être bourrés. Enfin, pour Florent, c'est clairement le cas, il a l'alcool joyeux et il est vraiment content. C'est tellement le cas du coup qu'il se laisse guider par Joy qui lui propose d'aller finir la soirée chez elle où ils seront plus tranquilles pour parler. Et pas que, ne soyons pas non plus trop naïfs. Florent, malgré le fait qu'il commence à être ivre, il fait signe à ses 3 amis à l'opposé du bar, puis s'éclipse du bar avec Joy. Ensemble, ils avancent main dans la main vers l'appartement de Joy, situé à quelques rues du bar. Florent remarque qu'il arrive près d'une porte où se situe probablement un petit appartement typique londonien à l'étage. Joy ouvre la porte et laisse Florent rentrer et monter à l'escalier. Ils se retrouvent alors tous les 2 dans l'appartement de Joy. C'est un appartement avec directement sur la droite une petite cuisine et un salon devant soi qui est pas très grand. Sur le côté gauche, quand on rentre, il y a 2 portes, l'une pour la salle de bain et l'autre probablement pour une chambre. Florent remarque alors que Joy n'allume pas de lumière normale, mais plutôt des lumières tamisées pour garder un esprit de séduction. Enfin, ça, c'est ce qu'il pense à ce moment-là. Joy propose alors à Florent de s'installer dans le canapé pendant qu'elle prépare 2 énormes cocktails pour eux. Florent, je le rappelle, il est à moitié bourré et donc l'ambiance avec les lumières tamisées ainsi que cette belle anglaise avec lui, ça l'enchante particulièrement. Ah, c'est un coquin. Un peu comme moi peut-être. Joy arrive donc de la cuisine avec ses grands verres de cocktail. Elle ajoute qu'ils peuvent regarder un film d'horreur ensemble pendant qu'ils boivent leur cocktail et qu'ensuite ils iront peut-être dans la chambre. En tout cas, elle dit clairement que tant qu'ils n'auront pas fini leur verre dans le salon, ils n'iront pas ensemble dans la chambre. Et vous savez ce que ça veut dire du coup pour notre petit malin Florent? Eh bien ça veut juste dire que plus vite il aura bu son verre, plus vite il pourra passer un très beau moment avec cette fille dans cette chambre. On a 2 doigts de se faire bannir je crois sur YouTube pour ça. Bon, moi je me mouille pas, je répète juste que Florent il met dans son thread, c'est tout.
Du coup, à peine Florent a le temps de boire son cocktail que Joy se positionne sur ses jambes, sur les jambes de Florent et lui fait des petits bisous dans le cou. Mais alors que Florent devrait apprécier ce moment, il ressent comme une gêne. Il a chaud et la tête qui tourne plutôt pas mal. L'alcool, me diriez-vous. Florent a alors le réflexe de déplacer Joy et de se mettre assis sur le canapé. Et alors qu'il demande à Joy un verre d'eau pour se rafraîchir, Joy se met derrière Florent et commence à le masser. Et plus les secondes passent, plus Florent aura beau parler pour demander de l'eau, c'est comme si Joy s'en foutait et voulait simplement caresser et murmurer des trucs à l'oreille de Florent. Des trucs qu'il indique ne pas avoir tout compris, parce que c'était en anglais et malgré tout, c'est pas sa langue natale, il sait pas tout. Tout s'accélère ensuite pour Florent, qui sent qu'il tombe dans les pommes. Il est alors pris d'un spasme, un spasme de survie comme il dit, ce qui le fait lever du canapé tout en faisant tomber un verre posé sur la table basse. Florent ne sait ni pourquoi ni comment, mais c'est comme si son corps le guidait tout seul vers la porte d'entrée de Joy. Il remarque que sa vision devient trouble de partout et qu'il commence à plus voir grand chose. Surtout avec la lumière tamisée qui finalement l'éblouit plus qu'autre chose. Florent met sa main sur la porte d'entrée et dit à Joy qu'il va prendre l'air et qu'il revient tout de suite. Et c'est vraiment son intention pour le coup. Sauf que Joy, elle arrive derrière Florent et pose délicatement sa main sur la porte d'entrée et lui dit tout simplement de rester. Elle lui dit d'aller dans la salle de bain, de se rafraîchir et de revenir tranquillement dans le canapé où elle l'attendra complètement nue. Bon, on est plutôt sur un thread X les gars, on va pas se le mentir. Et Florent, et on peut pas l'en vouloir, explique que même s'il est pas bien, il sait qu'une occasion comme ça se reproduira pas 2 fois dans sa vie et accepte donc sa proposition. Il voit alors Joy repartir vers le canapé tout en le regardant sensuellement et en enlevant ses vêtements. Florent s'éloigne donc de la porte et va pour aller dans la salle de bain. Sauf qu'il va regarder à droite et non à gauche où se situe cette porte, comme on l'a dit au début de ce thread. Son regard va alors se poser vers la cuisine où il voit une bouteille blanche avec une sorte d'étiquette orange et une tête de mort dessus. Et il trouve ça juste à côté d'une bouteille de rhum, ce qui d'un coup lui fait froid dans le dos. Florent a beau être saoul, il a à ce moment-là cette lucidité de penser qu'il est peut-être en danger. Une bouteille avec une étiquette tête de mort à côté d'une bouteille de rhum, j'avoue c'est étrange. Florent, enfin son instinct de survie, décide alors en une fraction de seconde de faire demi-tour et de sortir immédiatement de l'appartement. Et c'est ce qu'il va faire. Il regarde une dernière fois Joy dans les yeux et remarque soudainement un sourire malsain qui lui présage rien de bon. Florent attrape alors donc la poignée de la porte d'entrée, puis descend comme il peut les escaliers le plus rapidement possible. Il se rappelle alors entendre hurler Joy comme si elle était frustrée de ne pas avoir su le garder quelques secondes de plus. Et c'est tout ce dont va se souvenir Florent à ce moment-là. Car oui, après avoir poussé la porte en bas des escaliers, Florent se retrouve dehors et s'évanouit par terre. Heureusement, il se réveillera des heures plus tard à l'hôpital accompagné de ses 3 amis. Alors que s'est-il passé ? En fait, ses amis ont été prévenus par le gérant du bar qui a de forts doutes sur cette fille nommée Joy. Le gérant n'a pas pu s'empêcher de parler de ses doutes aux 3 amis de Florent quand il l'a vu sortir avec Joy du bar. Et c'est grâce au gérant du bar que ses 3 amis l'ont suivi de loin en espérant que tout se passe bien. Malheureusement, ils ont vu leur copain Florent sortir et s'évanouir en pleine rue 5-10 minutes après être rentré dans l'appartement de cette fille. Florent a donc passé le reste de son week-end à l'hôpital où on lui confirmera le fait qu'il a été empoisonné à son insu. Florent et ses amis vont alors rentrer 48 heures plus tard en France et mettre tout ça derrière eux. Alors Florent il s'estime heureux de s'en être sorti, mais il a le regret tout de même de se dire que cette Joy est toujours en liberté et il est persuadé qu'elle va trouver une prochaine victime et à s'ouvrir ses désirs ou envies malsains. Bon, fin de cette première histoire, moi je vous l'ai dit, je l'ai trouvé très cool et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en avez pensé de votre côté. En tout cas, moi ça donne pas envie d'aller draguer à l'étranger pour le coup. Bref, sur ce, on enchaîne avec la deuxième histoire de cette vidéo. Et pour cette deuxième histoire, on va parler d'un témoignage. Et le témoignage, c'est celui d'Andrea. Et je vais vous lire tel quel comme elle me l'a envoyé. D'ailleurs, merci à toi Andrea. Alors salut Flo, Joker. Je m'appelle Andrea. J'ai 24 ans actuellement, mais à l'époque, quand l'histoire m'est venue, j'en avais 11. Quand j'étais petite, je vivais dans une petite ville en campagne, à 20 minutes de Lyon, avec mes parents. Et je faisais régulièrement du vélo avec mes voisins du même âge que moi. C'était une après-midi, j'étais dehors avec mes amis et il y a un homme qui nous interpelle. Il nous demande alors où nous habitons et s'il y a quelqu'un chez nous. Et comme on n'avait que 11 ans, on a chacun répondu chacun notre tour et un blanc s'est enfin installé entre cet homme et nous. Et moi j'avais chaud et donc super soif, alors je suis rentré chez moi pour boire un verre. Ma maison était la plus proche et le portail était ouvert. Et même ma maison en soi était ouverte car ma mère faisait le ménage dedans.
Donc, pour moi et ma mère aussi, il n'y avait aucun risque de cambriolage ou autre, puisque tout le monde se connaissait dans le lotissement, dans le quartier. Ma mère était dans le salon, en train de passer l'aspirateur, et il y avait la musique à fond. Quand soudain, mon chien s'est mis à aboyer, chose qu'il ne faisait jamais. Ma mère arrêta donc la musique et se mit à paniquer et à dire mon prénom pour que je rentre. Alors je me suis dirigé vers l'entrée, et je vois alors un homme entrer chez moi par la baie vitrée. Je me suis demandé ce qui se passait, et au regard de ma mère, je voyais qu'elle ne le connaissait pas. Il avait un regard très sombre, il était grand et pas très propre. Je me suis donc dit que c'était sans doute un SDF qui voulait manger ou avoir quelque chose. J'étais donc dans le salon, face à lui, à côté de ma mère, alors que ma mère me dit d'aller directement dans la cuisine. Chose que j'ai fait, car elle m'a dit d'un ton sec et je savais que c'était pas normal, donc je me suis caché là-bas. Sauf que j'ai tendu l'oreille et j'ai écouté pas mal de choses qui s'est dit entre ma mère et cet homme. J'ai entendu dire ma mère bonjour dans cette incompréhension la plus totale. Et j'ai entendu cet homme répondre et demander si elle avait un paquet de chips et à boire, ce qui va me confirmer le fait que c'était éventuellement un SDF. Je crois comprendre qu'à ce moment-là, ma mère va lui donner de quoi manger et c'est tout. Sauf que juste après, il lui demande de l'emmener dans la ville d'à côté où nous pouvons y aller seulement en voiture, car c'était 2 chemins remplis de forêts et qu'à pied c'était vraiment loin. Il faut savoir que où j'habite, les routes de campagne sont assez dangereuses, donc clairement si on ne le fait pas en voiture, ça peut même être risqué à pied. Ma mère lui dit qu'elle ne peut pas parce qu'elle a des enfants à surveiller et la maison à ranger. Ma mère m'a expliqué qu'à ce moment-là, l'homme va la regarder et insister pour qu'elle le conduise. Et c'est alors que mon père, qui était depuis le début dans la chambre, sortit. Il lui dit clairement de partir, sinon il n'hésiterait pas à le frapper. L'homme le regarda de travers et partit sans dire un mot. Le lendemain, on a vu à la télé que l'homme en question avait poignardé dans la ville d'à côté un enfant de 10 ans qui se trouvait sur son vélo. 43 coups de couteau, rien que ça. Le lendemain, ma mère et moi avons été du coup au commissariat faire un portrait robot de cet homme. Cette histoire m'a traumatisé, vraiment. C'est une fois que j'en reparle que je me souviens des détails, de quelques détails. Notamment, quand l'homme est venu nous parler, il y avait une femme avec lui qui regardait les voitures qui passaient à côté. Sauf que le souci, comme je l'ai expliqué, c'est que ces 2 personnes, cet homme et cette femme probablement complices, étaient à pied. Et il est impossible de venir à pied jusque chez nous, sauf s'ils font 1h30 de marche entre les 2 villes. Je raconte cette histoire car il y a quelques mois j'ai vu sur internet qu'en fait c'était pas la première fois qu'ils faisaient ça. Et ils avaient attaqué plusieurs mois avant, plusieurs années avant, une jeune fille qui courait en forêt également. Je sais désormais que cette personne est en prison et elle à l'hôpital psychiatrique. Je me dis que ça aurait pu malheureusement être moi ou mes parents et ça me donne clairement des frissons. Voilà, c'était mon histoire, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va plaire à ta communauté. En tout cas, si tu veux en savoir plus, tu vas sur internet et tu tapes 42 coups de couteau à Lagneux. Et du coup, vous pourrez voir leur visage, celui que j'ai vu cette fameuse après-midi. Merci à toi Joker d'avoir lu mon histoire, continue comme ça pour tes vidéos. Bon, c'est dommage que du coup, on n'ait pas pu avoir Andrea avec nous parce que j'aurais quand même pas mal de questions à poser, pas mal de petites choses dont on ne sait pas et j'aimerais bien savoir. Bon, en tout cas, merci à elle. Si vous aussi vous avez des témoignages, allez en description. Je pense que j'ai mis un lien ou une adresse mail normalement pour que vous puissiez m'envoyer votre propre thread d'horreur, si vous en avez vécu, bien sûr. Les amis, pour cette 3e histoire, on va parler d'Emma. C'est une fille de 22 ans qui vient de prendre son indépendance et donc d'emménager dans son tout premier appartement. Ça remonte à loin pour moi, mais mon Dieu que c'était cool. Emma, lorsqu'elle nous raconte son histoire, ça fait 1 mois qu'elle y vit. Et il faut savoir qu'elle a emménagé au mois de décembre. Et donc, vous l'imaginez bien, c'est le rêve pour Emma qui kiffe sa vie. Elle est rentrée dans son appartement, elle a pris ses premiers meubles, son tout premier canapé, bref, tout ce qu'on fait quand on part du nid douillet de chez ses parents. Et une chose importante à savoir sur Emma, c'est que c'est quelqu'un de plutôt discrète pour le coup. Elle n'a pas pu encore réellement échanger avec tous ses voisins, notamment. Malgré tout, elle a fait connaissance avec l'un d'entre eux, c'est tout. C'est un jeune homme du même âge qu'elle, a priori, et voilà, ils se sont croisés en sortant les poubelles et ils ont donc échangé quelques mots. Ça fait donc quelques semaines seulement qu'Emma est dans son nouvel appartement quand elle va découvrir quelque chose d'assez mystérieux. Et en effet, un lundi matin, Emma découvre devant sa porte d'entrée une boîte plutôt mystérieuse qui porte un numéro dessus. Le numéro 1, je précise. Emma décrit ça comme un paquet rouge sympa, ce qui lui donne une bonne impression pour le moment. Et effectivement, Emma indique qu'elle est à la fois surprise, mais aussi intriguée par qui a bien pu lui faire ce cadeau. Emma, tout de suite, elle pense à son copain qui vit à plusieurs centaines de kilomètres. Et franchement, aucun doute pour elle, c'est lui. Ils vivent ensemble à distance car il poursuit ses études dans une grande ville, mais pour le moins, ils restent très proches et très attachés l'un à l'autre. C'est donc tout naturellement qu'Emma, elle pense à ce copain du coup, Timothée.
D'ailleurs, elle va s'empresser de lui faire un petit vocal sur Instagram pour le remercier d'avoir pensé à elle et qu'elle a hâte de l'ouvrir ce soir en rentrant du boulot. Et Timothée explique qu'effectivement, il a envoyé un cadeau pour lui faire plaisir et que c'est clairement son style de faire ça. Retenez bien que c'est son style de faire ça. La journée donc se passe et Emma rentre du boulot, tout sourire en ayant hâte d'ouvrir son cadeau. Elle rentre, elle ouvre son cadeau et découvre un joli parfum. Waouh, trop cool pour Emma qui remercie de nouveau Timothée sur Insta. Sauf que là, Timothée il n'a pas la même réaction. Il lui dit « Écoute, je pensais que ce matin tu blaguais, je t'ai effectivement prévu un cadeau de Noël pour bientôt, mais je te le garantis qu'il est chez moi, je t'ai encore rien envoyé. » Donc Emma elle comprend pas. Alors qu'elle pensait recevoir un joli cadeau de la part de son petit ami, elle se rend compte que ce cadeau qui est là devant elle n'était peut-être pas pour elle en fait. Et c'est même sûr qu'elle a ouvert un cadeau qui ne lui était pas destiné. Et oui c'est vrai, elle est nouvelle dans les appartements, dans l'immeuble, donc c'est forcément quelqu'un qui s'est trompé, c'est une erreur. Sauf que tout ne va pas s'arrêter à une seule boîte rouge avec le numéro 1 dessus. Le lendemain, une nouvelle boîte rouge avec le chiffre 2 est posée là devant sa porte d'entrée. Donc là, ça intrigue encore plus Emma, qui se dit que soit il y a un fou qui traîne dans les parages, soit elle se monte la tête depuis le début, et c'est effectivement à quelqu'un, et depuis le début elle prend les cadeaux d'une autre. Et Emma explique que ça va continuer dans les jours qui viennent, comme si c'était une sorte de calendrier de l'Avent, et toujours dans des boîtes, des cadeaux destinés à une femme. Donc elle nous dit pas ce qu'il y a dedans, mais a priori c'est une sorte des crèmes, des vernis, des produits de beauté, tout ça. Jusqu'à du coup arriver au jour 8. Ça fait donc plus d'une semaine qu'Emma commence à s'inquiéter de recevoir devant sa porte un nombre considérable de cadeaux, et clairement c'en est trop. Car oui, le dernier cadeau qu'elle reçoit, c'est un sextoy. Alors là effectivement, on n'est plus sur un simple rouge à lèvres ou un simple vernis. Emma prend alors son téléphone et appelle directement son copain pour lui dire qu'elle ne sait pas quoi faire et qu'elle est gênée. Vous vous doutez bien qu'elle va pas appeler ses parents pour leur dire qu'elle a reçu un sextoy, bien entendu. Au téléphone, son copain pète un câble et doute effectivement de la fidélité d'Emma. Il faut le comprendre, ils vivent à distance et sa copine reçoit des cadeaux un peu spéciaux. Un sextoy, c'est un peu spécial. C'est donc à ce moment-là qu'elle croise l'une de ses voisines de palier. Emma explique alors l'histoire et demande si elle n'aurait pas vu quelque chose ces derniers jours qui pourrait l'aider. Et là, sa voisine lui explique qu'elle trouvait ça mignon qu'elle fasse connaissance avec Billy. Emma, elle comprend rien, elle connaît pas de Billy. Mais sa voisine lui explique que forcément elle connaît Billy, c'est l'un de leurs voisins, car elle l'a déjà vu apporter une fois un cadeau devant chez elle. Emma, elle dit qu'elle a déjà un copain et répète qu'elle ne connaît pas de Billy. En discutant davantage avec sa voisine, elle comprend que Billy, c'est le voisin qu'elle a rencontré en descendant ses poubelles. Et Emma, c'est pas du genre à se laisser faire. Du coup, elle décide avec sa voisine de sonner tout de suite au bout du couloir à la porte de l'appartement de ce probable Billy. Et chose étonnante, quand Emma toque à la porte, Billy ouvre tout de suite, comme si il était depuis le début derrière sa porte à écouter ou regarder à travers l'œillet ce qui se passait dans le couloir. Billy, il est tout sourire et explique qu'il est ravi de voir Emma. Emma l'arrête tout de suite en expliquant que si c'est bien lui qui a l'origine des cadeaux rouges, il doit arrêter ça tout de suite car elle a un copain. Et là Billy sort un blabla comme quoi il n'est pas jaloux, sauf qu'Emma, ça lui a pas fait rire du tout cette histoire et ordonne à Billy d'arrêter tout de suite, c'est pas drôle. Billy, il est vénère et claque sa porte, laissant Emma et sa voisine sur le palier. La voisine explique alors qu'elle devrait porter plainte contre ce Billy et qu'elle peut témoigner si elle veut car effectivement, Billy pour le coup, il a l'air très chelou. Emma explique qu'elle n'a pas envie d'en arriver là, elle vient d'arriver dans l'immeuble et que de toute façon, que vont faire les policiers face à ça? Et elle a raison, aller porter plainte pour recevoir des cadeaux, même s'il y a un sextoy dans le tas, ça va pas permettre à la police de faire grand chose. Bref, la journée se passe et bonne nouvelle. Emma se détend et explique à son chéri Timothée que c'est bon, elle a trouvé le mec qui faisait ça et que ça va désormais s'arrêter, qu'elle a mis les choses au point. Le lendemain, elle se réveille, elle se prépare, puis sort de chez elle. Et là, elle est surprise, il n'y a pas de boîte. Bonne nouvelle donc pour Emma, qui se dit que Billy a enfin compris et que tout va rentrer dans l'ordre. Et du calme, hein, on est sur un thread d'horreur, ça peut pas s'arrêter là-dessus. Bon, du coup, RAS pendant plusieurs jours, donc plusieurs jours de tranquillité pour Emma. Sauf qu'il ne faudra pas si longtemps que ça avant que le creepy revienne. Emma, un soir, décide de descendre aux poubelles pour jeter tous les cadeaux qu'elle avait laissés dans son entrée d'appartement. Elle prend donc l'ascenseur, puis descend avec les affaires et les jette dans la poubelle. Ça dure que quelques secondes avant de rejoindre de nouveau l'ascenseur et de monter. Sauf que là, l'ascenseur n'est plus là. Quelqu'un l'a déjà pris et il est remonté. Elle appuie donc naturellement sur le bouton et attend l'ascenseur. Mais lorsque l'ascenseur arrive à son niveau, les portes s'ouvrent et une odeur immonde prend au nez d'Emma. Emma se bouche le nez et constate, lorsque l'ascenseur s'ouvre, qu'il y a de nouveau une boîte rouge présente.
Et là, cette fois-ci, c'est pas un cadeau avec des choses sympas dedans. Non, Emma, elle ouvre la boîte et découvre avec effroi des boyaux de sang, des trucs dégueulasses. Emma sort alors immédiatement de son bâtiment, panique et décide d'appeler immédiatement ses parents pour leur parler de tout ça. Là, c'en est trop pour Emma, qui pensait s'être tirée d'affaire en ayant parlé à Billy. Emma raconte donc son histoire à ses parents et ils décident de venir la chercher pour aller immédiatement porter plainte, même s'ils n'ont pas de preuves, c'est pas grave. Et c'est pas tout. Emma explique que lorsqu'elle est au téléphone avec ses parents, elle explique voir Billy sur le balcon de son appartement en train de la regarder discrètement. Évidemment, Emma est en sécurité quelques mètres plus bas, mais vous imaginez bien qu'elle est morte de peur de voir qu'une personne, son voisin en l'occurrence, a un truc qui cloche dans sa tête. Ses parents vont alors arriver et ensemble ils vont porter plainte. Ils vont même revenir avec 2 policiers pour obtenir des explications. Et devinez quoi, Billy va ouvrir et être surpris de voir des policiers devant sa porte d'entrée. A priori, il s'attendait pas du tout à ce que ça aille jusque-là. Et Emma explique que pendant que la police fouillait son appartement, Billy n'a cessé de la regarder, de la fixer, et ça l'a mis horriblement mal à l'aise. Et dans la chambre de Billy, l'un des policiers va trouver plein de photos d'Emma prises depuis son compte Instagram. Il va y retrouver également des paquets cadeaux rouges, avec à la fois des cadeaux qu'on pourrait faire à une femme, des cadeaux sympas, mais aussi des horreurs, comme les boyaux, les trucs de sang qu'on a vus tout à l'heure. Emma parle quand même d'un rat mort retrouvé dans une cage, ce qui aurait pu bien être le prochain contenu de son futur cadeau. Alors malheureusement, on n'aura pas la suite, mais des voisins comme ça, je vous le dis, très peu pour moi. Enfin, je pense pour personne d'ailleurs. Bref, histoire assez originale, qui j'espère vous a plu. En tout cas, si vous en voulez encore, on enchaîne tout de suite avec la 4e histoire. Bon, je vais vous dire, il y a des threads d'horreur qui sont bien, et il y en a qui sont très bien. Et c'est notamment le cas de celui-ci. On va parler d'Alice et de Grégoire. Alice et Grégoire, c'est les parents d'un petit garçon de 4 ans qu'on appellera Noé. Alice et Grégoire nous expliquent qu'ils sont partis en famille dans un Sun Park. Alors si vous préférez, c'est l'équivalent d'un Center Park en France. Ils sont donc partis avec la famille d'Alice, donc qui a les grands-parents, la famille de son frère, et ils ont donc réservé 2 maisons pour loger tout le monde le temps d'un week-end. Sauf que premier problème, au moment de la réservation, pour avoir des maisons situées juste à côté, ou très proches du moins, il faut payer. Et Alice explique qu'ils n'ont pas fait attention du coup et qu'ils se retrouvent avec 2 maisons à l'opposé l'une de l'autre. On a donc une famille au numéro 732 et une autre famille au 486. La 732, c'est où il y a les parents d'Alice ainsi que la famille de son frère qui a 2 enfants. Et donc au 486, il y a Alice, Grégoire et leur enfant Noé. Alors franchement, ils ont choisi la bonne maison pour être tranquilles, disons-le clairement. Le week-end démarre donc au samedi après-midi, tous vont profiter de la piscine et des activités proposées en après-midi, jusqu'à se retrouver ensemble le soir au 732 pour boire, manger et faire des jeux de société. Et franchement, pour avoir déjà été dans un Center Park, je trouve que l'ambiance, elle est trop bien. Pas de voiture, du calme, de la bienveillance, franchement c'est top. Sauf que si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu. Il est donc maintenant 23 h le samedi soir, quand Alice, Grégoire et Noé partent du 732 pour rejoindre leur maison, le 486, située à 10 minutes à pied. Et à 23 h, eh bien, il fait noir, vous l'aurez compris. Et même si l'ambiance est très silencieuse, très calme, il y a une petite ambiance de film d'horreur, nous explique Grégoire. Enfin bon, il y a des lampes un peu partout, donc ça va. Enfin, il y a des lampes partout sur les chemins principaux, pas quand on passe par un petit chemin entre 2 maisons pour couper une zone. Et comme ils doivent passer de la zone 7 pour 732 et aller à la zone 4 pour 486, ils doivent emprunter pas mal de petits chemins dans l'obscurité. Et pas vraiment le choix du coup pour eux, car sinon ils doivent faire un grand tour. Et il est passé 23 h, donc le petit Noé de 4 ans, il est fatigué et commence à être agité, donc pas le temps de faire un grand détour. Alice, Grégoire et Noé sont donc en train de marcher dans le Sun Park. Ils rigolent jusqu'à voir au loin une silhouette marcher. Bon, jusque-là rien d'anormal, sauf que cette silhouette emprunte le chemin que va prendre ensuite notre couple et leur fils Noé. Un chemin sombre bien entendu. Arrivé dans ce chemin, il fait donc noir et ils ne voient plus cette silhouette. Après, Alice se fait la réflexion à ce moment-là, forcément qu'ils marchent moins vite que cette silhouette, parce qu'ils ont leur fils de 4 ans, donc logique que cette silhouette, entre guillemets, soit partie loin devant. Mais bon, en passant dans ce chemin, ils sont donc entre 2 maisons. Et ces maisons contiennent des jardins. Alice et Grégoire tournent alors la tête et constatent un très beau jardin d'un probable résident du Sun Park. Sauf qu'en regardant d'un peu plus près, dans l'obscurité, Alice et Grégoire stoppent instantanément leur conversation, alors que le petit Noé, lui, continue de chantonner en marchant. Et il y a une raison évidente à ce que notre couple s'arrête de parler. C'est qu'ils viennent de voir, en plein milieu du jardin, une silhouette. Et cette silhouette qu'ils ont vue tout à l'heure. De quoi leur faire froid dans le dos à 23 h un samedi soir.
Mais à ce moment-là, ils sont persuadés que cette silhouette ne les regardait pas, qu'il était de dos, donc pas de panique. Ils vont juste passer et ce sera bientôt tout ça derrière eux. Bon, malgré tout, ça les empêchera pas de prendre leur fils par la main et d'accélérer le pas, car d'ici quelques mètres, effectivement, ils vont se retrouver sur un chemin principal au bord du lac. Et au bord du lac, tout est éclairé, ce qui rassurera donc les parents. Une fois sur le chemin éclairé, Alice et Grégoire se parlent entre eux en se disant que ça leur a fait bien flipper, mais qu'heureusement ici, c'est de nouveau éclairé et ils vont pouvoir rentrer chez eux tranquillement. Et effectivement, Alice explique que l'environnement du lac est assez rassurant, sauf que désormais, ils doivent de nouveau s'enfoncer dans un petit chemin pour rentrer dans leur zone, la zone 4, où se situe la maison 486. Et alors que désormais, ils entrent dans un chemin entouré de sapins, ils entendent un léger bruit de respiration. Et ce bruit de respiration, du coup, il va les suivre jusqu'au bout de ce chemin. C'en est trop du coup pour notre couple et leur fils qui décident de n'emprunter que les chemins éclairés jusqu'à leur maison. Et puis tant pis si ça prend plus de temps. Le trajet se passe bien ensuite pour Alice, Grégoire et Noé jusqu'à arriver à une centaine de mètres de leur logement. Ils ont fait donc tout le tour, ils ont pris du retard, ils ont mis plus que 10 minutes pour rentrer chez eux, mais du coup ils se retrouvent dans une sorte de square avec tout des maisons autour et un espace de jeu pour enfants en plein milieu. Ils sont alors à quelques mètres de chez eux, car le logement se trouve en gros derrière le square, lorsqu'ils voient de nouveau une silhouette sur la balançoire. La silhouette est stoïque, ne bouge pas, mais là pas de doute, la silhouette regarde bien en leur direction. Et à noter que pour Alice et Grégoire, aucun signe distinctif si c'est un homme ou une femme qui les observe en pleine nuit. Heureusement, la silhouette ne bougera pas, mais va juste suivre du regard notre petite famille jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur maison. Ils rentrent donc chez eux, ils se barricadent et essayent d'oublier tout ça. Ils mettent leur fils à coucher et se mettent également au lit. Je précise qu'ils sont donc tous à l'étage pour dormir. En pleine nuit, Alice et Grégoire sont surpris par des petits bruits. Des petits tapements comme si on tapait sur une vitre. Grégoire décide alors d'aller jeter un coup d'œil en bas. Grégoire regarde par la première fenêtre, rien. Seconde fenêtre, rien non plus. Il arrive alors près de la porte de la baie vitrée qui donne sur le petit jardin. Il tire sur le rideau et tombe nez à nez avec une femme qui a sa tête collée à la vitre. Grégoire a beau être paniqué, il referme aussitôt le rideau et fonce à l'étage pour être avec sa femme et son fils. Il explique à sa femme qu'il y a quelqu'un en bas dans leur jardin et qu'il est tombé nez à nez avec. Ils vont alors composer le numéro d'urgence du Sun Park, sauf que pas de réponse. Alice et Grégoire ont donc décidé de se barricader dans la chambre où dort leur fils, et vous l'aurez deviné, ils vont pas dormir de la nuit. Bon, Alice et Grégoire nous rassurent en disant que le lendemain, évidemment, il n'y avait personne, mais que c'était trop bizarre cette nuit-là, avec cette silhouette qui les a probablement suivis en pleine nuit jusqu'à venir toquer chez eux. Mais pour quelle raison, on n'en sait rien. Donc du coup, plus de peur que de mal pour notre famille, notre petite famille, mais je comprends qu'ils ont vécu une sale nuit. Surtout quand d'origine, tu viens juste pour passer du bon temps en famille. Bon, ça c'était la 4e histoire, le 4e thread d'horreur de cet épisode. On va enchaîner tout de suite avec une dernière histoire. Les amis, pour cette 5e histoire, on va parler de Luna, une jeune femme de 26 ans, en couple avec son petit copain Mathias. Ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble et ils s'aiment tellement qu'ils ont décidé d'acheter une maison ensemble pour y vivre. Avant ça, ils vivaient chez leurs parents, donc ils n'ont jamais vécu ensemble, mais ça les dérange pas. Pour Luna, ils sont faits l'un pour l'autre, elle se voit avec personne donc acheter une maison ensemble, c'est juste une évidence. Alors j'aime bien quand il y a autant de conviction chez une personne, je vous l'avoue. Bref, du coup cette maison, elle est très attendue et clairement Luna, elle a hâte d'emménager. Vient donc quelques mois plus tard, le moment pour Luna et Mathias d'emménager. Ils emménagent et tout se passe pour le mieux. Chacun déballe ses cartons et commence à mettre sa touche personnelle dans la maison. Bon, Luna nous présente la chose et pour le moment, on est plus sur une idylle amoureuse qu'un thread d'horreur. Mais attendez de voir car la suite est très étrange. En fait, Mathias, le copain de Luna, va chaque lundi au badminton jouer avec ses copains. Il est inscrit dans un club et donc c'est naturellement qu'il va s'entraîner avec eux chaque lundi. Et généralement, après leur entraînement, Mathias et ses copains prennent un verre ensemble et partagent du bon temps. Ce qui fait donc que Luna, pendant ce temps-là, chaque lundi, elle est toujours seule chez elle jusqu'à 21h30, 22h. Et Luna explique qu'elle profite souvent que Mathias soit avec des amis pour également inviter des copines à elle. Elle raconte que ça leur permet d'avoir un bon équilibre entre vie de couple et vie amicale à côté. Donc on est lundi et Luna, comme à son habitude, propose à quelques copines à elle de passer prendre un verre ensemble pendant que Mathias est au badminton. Sauf que personne n'est malheureusement disponible et donc Luna se retrouve toute seule ce lundi soir. Bon, pas grave, elle va se faire un petit plateau repas digne de ce nom et passer la soirée devant Netflix. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Ça fait environ 1 heure que Mathias est parti, il est presque 20h, quand une personne frappe doucement à la porte. Luna, elle est assez étonnée au vu de l'heure, mais se dit que c'est sûrement une copine à elle qui a finalement pu se libérer. Elle va pour ouvrir la porte, sauf qu'étrangement, personne n'est là.
Elle a beau regarder dans la rue, elle voit bizarrement personne. Elle se dit qu'elle a du mal entendre et elle passe donc à autre chose. Luna commence alors à sortir une casserole avec de l'eau pour préparer son plateau repas. Elle met à chauffer le gaz, puis elle retourne dans le canapé pour savoir quel film ou quelle série elle va regarder en mangeant. Mais de nouveau, elle entend quelqu'un frapper doucement à la porte. Rebelote pour Luna, qui va cette fois-ci s'empresser d'aller à la porte pour ouvrir. Cette fois, il y a bien quelqu'un devant chez elle, et c'est un homme. Il est en bleu de travail et explique qu'il est électricien et qu'il réalise des travaux sur les lignes électriques dans toute la rue. Il explique que malheureusement, il y a eu une panne au niveau de la rue et son chef lui a indiqué qu'il fallait intervenir assez urgemment. Il demande donc un simple contrôle à Luna, s'il peut du coup vérifier si son compteur fonctionne bien. Il explique qu'il doit sonner à toutes les portes et que ça lui prend 3-4 minutes maximum par maison. En disant ça, et c'est ce qui met mal à l'aise, il met indirectement la pression à Luna pour lui dire « Bon, je dois vérifier tous les compteurs de la rue, donc au plus vite tu me laisses rentrer chez toi, au plus vite tu me laisses vérifier ton compteur, au plus vite je serai parti. » Et dans cette pression, Luna laisse rentrer l'électricien chez elle. En le laissant entrer, elle vérifie dans la rue au cas où il est avec un collègue à lui. En tout cas, elle aimerait voir quelque chose ou quelqu'un pour la rassurer. Mais non, cet homme, cet électricien, est bel et bien tout seul. Et vous savez, dans ces moments-là, on tente par tous les moyens de rationaliser. Elle se dit donc que tout à l'heure, quand il a sonné, elle a mis trop de temps à répondre. Et donc cet électricien a eu le temps de toquer chez les voisins pour vérifier leur compteur. Donc dans sa tête, tout prend sens. Et je pense qu'on serait beaucoup à rationaliser comme ça. Bref, maintenant l'électricien est chez elle et elle se dit juste que ce sera l'affaire de 3-4 minutes comme il a dit et qu'ensuite ce sera de l'histoire ancienne. Luna lui montre donc l'emplacement du compteur et décide de rester avec lui, juste au cas où. Elle voit qu'il fait des trucs avec sa tablette, etc. Sauf qu'il ne faut pas oublier que depuis tout à l'heure, Luna a fait chauffer de l'eau dans sa cuisine. Et donc ça commence à s'entendre. L'eau, elle bout. Luna se dirige donc vers sa cuisine qui est ouverte. Et donc par chance, si on peut appeler ça de la chance, elle a une vue directe sur son compteur et donc l'électricien. Sauf qu'au moment de se retourner pour mettre ses pattes dans l'eau bouillante, boum, plus rien, tout s'éteint. Le courant saute, elle se retrouve dans le noir, chez elle, avec un inconnu qui est l'électricien. Elle demande alors rapidement si ça va et s'il peut vite remettre le courant. Évidemment, elle essaie de cacher son malaise, mais tout ce qu'elle veut, c'est de se sentir un peu plus en sécurité, avec au moins un peu de lumière. Sauf que là, pas de réponse. L'électricien est dans le noir, mais ne fait aucun bruit. Luna, elle panique et elle sait que quelque chose de pas normal est en train de se passer. Elle cherche alors très rapidement son téléphone pour mettre son flash et éclairer au moins une partie de la pièce. Et heureusement, elle le trouve grâce à la faible lumière émise par les flammes de sa gazinière. Et alors qu'elle prend son téléphone, qu'elle allume son flash, elle se rend compte qu'il y a un bruit bizarre près d'elle. Un bruit de respiration. Et c'est en mettant son flash qu'elle va se rendre compte que l'électricien est à 1 mètre d'elle. Luna a le temps de voir que l'électricien a un torchon à la main et qu'il va pour le mettre au visage de Luna. Il dit juste qu'elle doit se laisser faire et que tout se passera bien. Alors, pause une seconde, je pense pas, non. Luna comprend qu'elle court un grave danger et comme dans un élan de survie, elle s'empare du manche de sa casserole et jette l'eau bouillante sur l'homme. Il en reçoit suffisamment sur le visage et sur ses vêtements pour le faire hurler de douleur. C'est ainsi qu'il va alors prendre la fuite de chez Luna et qu'il ne reviendra plus jamais. Luna appelle la police pour témoigner de tout ce qui s'est passé et elle va même sonner chez ses voisins pour savoir s'ils ont également eu la visite de ce faux électricien. Et étrangement, quand il a été chez ses voisins, ce faux électricien est rentré chez eux mais n'est resté que 2 minutes puis est reparti. Et la probable raison à ça, c'est que le mari de sa voisine était présent et clairement il a dû être fortement dissuasif pour empêcher cet homme d'agir. Et c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on pense que cet homme recherchait uniquement une maison avec une femme pour faire ce qu'il voulait faire. La police, quant à elle, arrive sur les lieux et elle va remarquer 3 choses. Et la troisième est horrible. La première, et on le sait pertinemment, son compteur a été coupé par cet homme. La seconde, c'est que la tablette de l'électricien était juste une tablette que n'importe qui peut avoir chez lui. Bah oui, il n'est pas reparti avec, en tout cas, rien à voir avec un outil qu'un vrai électricien pourrait avoir. Et la troisième chose, cette troisième chose, c'est celle que je trouve le plus horrible. C'est que par terre, au niveau de la cuisine, ils ont retrouvé le fameux chiffon, le fameux torchon avec lequel il a voulu étouffer Luna. Et écoutez bien, celui-ci était imprégné d'une substance chimique qui aurait pu faire évanouir ou faire endormir illico presto Luna. Face à ça, Luna, elle reste choquée et elle s'estime très chanceuse d'avoir pu réagir à temps en lui balançant de l'eau bouillante dessus. Moralité de l'histoire, faites-vous des pâtes plus souvent, vous verrez, vous vous sentirez plus en sécurité. Bon, fin de cette histoire qui nous met bien dedans et on dit surtout bon courage à Luna après avoir vécu probablement la pire soirée de sa vie.
Pendant que Mathias, lui, faisait sa meilleure partie de badminton avec ses copains. Bon les amis, il est temps pour moi de vous laisser et d'aller manger des chips aux pickles. Moi je vous avoue, j'ai envie de me faire un petit apéro. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Bisous. Et hep, n'oubliez pas de cliquer sur ma tête. Normalement il y a un lien pour voir toutes mes autres vidéos. Ça fera plaisir. On se retrouve de l'autre côté. Bisous. Perfect.